Bonsoir à tous. Bonsoir. Aujourd'hui c'est notre septième, c'est déjà la septième séance sur science et spiritualité. Le thème va être un peu plus spirituel que d'habitude, mais tout en restant sur une base scientifique. La science peut-elle se passer d'un créateur? C'est une question peut-être inhabituelle. Alors, un jour il y avait Napoléon qui, quand Laplace, le savant Laplace lui exposait un certain nombre de choses sur la science, et Napoléon a dû dire quelque chose, bon, on n'a pas l'enregistrement exact, mais Dieu dans tout ça, et Laplace lui a dit: Sire, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. Alors nous allons examiner si vraiment on n'a pas besoin de cette hypothèse. Et à l'inverse, Pasteur est supposé avoir dit, je reste prudent parce que les citations, on jamais sûr, mais un peu de science est loin de Dieu, beaucoup de science y ramène. Alors, où en est-on aujourd'hui? Parce que là, c'était déjà il y a pas mal d'années tout ça. Aussi. Laplace encore plus, mais Pasteur, ça fait aussi un bon moment. Donc en fait, la question qu'on va se poser, c'est: avons-nous besoin de l'hypothèse Dieu en science? Donc, le sujet que je vais traiter, ça ne va pas être le fait de montrer est-ce que Dieu existe ou pas à travers la science, même si d'une certaine façon ça va nous y amener, mais ce n'est pas le but. Le but va être plutôt de se poser la question: est-ce que l'hypothèse d'un créateur peut avoir une utilité quelconque en science? Et on va se poser la question plus précisément, non pas d'un créateur, non comme une personne, mais l'idée simplement même d'un principe créateur. Autrement dit, ça pourrait répondre même aux critères, parce que quand Einstein parle de Dieu, il n'a pas forcément du tout la vision du Dieu juif ou chrétien, mais pour lui c'est un concept un peu plus abstrait pratiquement. Mais en tout cas, comme Spinoza aussi, il croit qu'il y a quelque chose à l'origine de l'univers. Donc, en d'autres termes, est-ce que cette hypothèse peut contribuer à faire avancer la science? Alors, certains peuvent penser que la science peut nous aider à répondre à la question: est-ce que Dieu existe ou pas? Mais là, je répète, ce qu'on va se demander, c'est si au contraire, l'hypothèse Dieu peut nous aider à faire avancer la science. Et je vais essayer de montrer pourquoi. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, si on regarde la réalité, la science s'est parfaitement débrouillée sans Dieu, d'un certain point de vue. Même si on remonte des gens comme Newton, etc., ils étaient très croyants, et en fait, toute leur recherche a été aussi aidée, orientée par leur croyance en Dieu. C'est-à-dire qu'ils étaient à la recherche, selon eux, des lois selon lesquelles Dieu avait créé le monde. Alors, ceux qui étaient là à ma dernière conférence, c'est la majorité d'ailleurs, se souviennent que j'ai parlé de l'utilité du principe anthropique. Donc on va se poser le même genre de questions. On a vu le principe anthropique peut effectivement aider à répondre à certaines questions scientifiques. Donc là, on va voir est-ce que cette hypothèse Dieu va nous permettre de faire avancer les choses.
Alors la différence, c'est que le principe anthropique, il est basé sur notre existence, le fait que nous existions, et ça, bon, à part d'être un super sceptique, on peut admettre qu'elle est vérifiée, alors que l'hypothèse créateur, ça reste, du point de vue scientifique, une pure hypothèse. Mais la méthode scientifique, elle repose justement sur des hypothèses. Et à partir de ces hypothèses, on tire des conclusions et on vérifie si les conclusions sont mesurables ou vérifiables. Alors, par exemple, si nous prenons le Big Bang, on ne peut pas vérifier directement le Big Bang. On ne peut pas faire un voyage dans le temps et se mettre à l'époque du Big Bang et dire « Ah oui, il y avait bien un Big Bang, etc. » On ne peut pas non plus, enfin en tout cas dans l'état actuel des choses, et je crois que c'est encore loin, reproduire le Big Bang. Il y a des tentatives de s'en approcher en laboratoire, mais ça ne sera jamais vraiment le Big Bang. Ce sera certains comportements de certaines particules ou certaines énergies. On peut s'approcher quelque peu. Mais il y a le rayonnement de fond cosmologique, par exemple, il y a certaines conséquences du Big Bang qu'on a déjà pu vérifier, ce qui fait que l'hypothèse du Big Bang est devenue aujourd'hui plus qu'une hypothèse, même si elle n'est pas admise par tous à 100%, elle est acceptée par la plupart des scientifiques. Et donc nous allons travailler dans ce sens. Une petite autre précision, c'est que ce principe créateur n'a pas besoin d'être un être personnel, mais ce qu'on va utiliser comme hypothèse, c'est quand même l'idée que ça n'est pas l'univers lui-même. C'est quelque chose de différent de l'univers. Autrement dit, quelque chose qui est plus que l'énergie, matière, espace et temps. Quelque chose qui est au-delà de l'énergie, de la matière, de l'espace et du temps. Voilà l'hypothèse qu'on se propose d'examiner. Alors, ça c'est du point de vue du sujet. Maintenant, le dilemme de la science. Alors pourquoi y a-t-il un dilemme en science? Bien parce que la science repose sur un certain nombre de principes. Alors je ne vais pas parler de tous, mais là je vais parler de 2 points qui sont importants pour cet exposé. Un premier principe, c'est ce qu'on appelle le postulat d'objectivité de la nature. On parle parfois aussi de matérialisme méthodologique. Donc, ce postulat exprime que la nature est objective et non projective, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, a priori on suppose qu'elle n'est pas le résultat d'un projet, et qu'elle ne contienne pas en elle-même un projet. C'est-à-dire, on exclut une finalité de la nature. On se contente d'observer les mécanismes des lois qui gouvernent la nature, mais on ne s'attend pas à ce que ça doive nous guider, nous faire aller dans une direction donnée. C'est ce qui fait que dans le temps, chez les Grecs, etc., on n'avait pas ce concept. En fait, c'est un concept de la science moderne. Et on disait, par exemple, la nature a horreur du vide. Mais, bon, c'est une façon de parler. Alors, entre parenthèses, maintenant, on sait que la plus grande partie de la nature est faite de vide. Un autre principe important dans la science, c'est le principe de causalité. Alors, dans le temps, il signifiait que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. En fait, on a dû le modifier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec la physique quantique, eh bien, les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets. Par contre, il y a une chose qui reste valable, encore que certains la contestent, mais du point de vue des résultats actuels, ça reste confirmé, que la cause précède l'effet. Ça paraît être une évidence,
Autrement dit, dans le temps, on a une cause et ensuite on a un ou des effets, ou un ensemble de causes et un ensemble d'effets, la cause. Et ça, ceci n'a pas été changé par la théorie de la relativité, qui a remis en question beaucoup de choses sur le temps, mais pas ce point-là. Autrement dit, si dans un système, il y a une cause et un effet, dans un autre axe, dans un autre système de coordonnées, dans un autre référentiel, on aura toujours l'événement qui est cause qui va précéder l'événement effet. Alors ensuite, jusqu'à Darwin, en gros, c'est ça qu'il y a. Tout était régi par ce qu'on appelle le déterminisme causal, c'est-à-dire, bon, on avait effectivement cette ancienne idée du principe de causalité. Une cause entraîne un effet, et tac, tac, tac. J'avais une succession de causes et d'effets. Il y avait un déterminisme, donc l'univers était une mécanique bien rodée, purement mécanique. C'est ce qui a fait les idées. On a développé par exemple l'idée du dieu horloger. Alors, cette fois-ci avec Darwin, on a une forme de hasard qui est introduite et qui va jouer un rôle essentiel dans sa théorie de l'évolution. Non seulement avec Darwin, mais après, au cours du 19e siècle, on va avoir un grand développement de la thermodynamique, avec notamment des tas de phénomènes statistiques, et vont se développer aussi, alors ça c'est un peu plus récent, mais la théorie du chaos, c'est-à-dire que le changement de petites conditions, les systèmes restent déterministes, mais c'est tellement impénétrable que c'est comme si c'était dû au hasard. Alors, exemple concret, la météorologie. La météorologie dépend de tellement de facteurs que même si en théorie, on pourrait dire, ben voilà, s'il y a ça, ça va se passer exactement comme ça, il y a trop de facteurs et que donc on ne va pas avoir suffisamment de précision ou suffisamment de données, il faudrait un nombre incroyable de données, et donc la météo, même si elle est devenue plus précise, elle n'est jamais très exacte. Certains semblent contester même qu'elle soit devenue même plus précise. Alors, en plus, au XXe siècle est apparue avec la physique quantique une autre forme de hasard qui est un indéterminisme. Alors, ce hasard, il est un peu différent, c'est-à-dire il n'est pas chaotique, mais il est contrôlé, il a des limites. On sait exactement, c'est un hasard mesurable. On sait quelle amplitude il a. Mais dans tous les cas, tout cet ensemble de sources de hasard, dans la science actuelle, après, c'est à voir si certaines des théories ne sont pas modifiées, tout cet ensemble de hasard, je suis un peu en retard sur le diapo, ça crée des difficultés en science. Parce que moins j'ai de déterminisme et plus j'ai de hasard, et moins je suis capable de faire des prédictions. Or, le but de la science, c'est quand même de pouvoir faire des prédictions. Donc, c'est un problème pour la science. Alors, peut-être plus le hasard style chaotique ou darwinien que le hasard quantique qui, lui, ne joue qu'un rôle modeste à notre échelle. C'est-à-dire c'est à l'échelle des micro-éléments, quoique ça peut aussi aller jusqu'à notre niveau, mais a priori c'est plus limité. Et donc ce hasard, mais même justement dans la théorie moderne, à cause les mutations sont aussi liées au hasard quantique, donc les deux se rejoignent même sur un certain plan.
Et donc, c'est ce hasard qui préside ou dirige l'évolution. Alors, avant de dire ça, avant la science moderne, quand on avait des choses qu'on ne pouvait pas expliquer, il y avait ce qu'on a appelé le Dieu bouche-trou, c'est-à-dire tout ce qu'on ne pouvait pas expliquer par des phénomènes naturels, on disait ben, ça c'est Dieu, c'est comme ça. Et la foudre, quand on ne savait pas encore expliquer que c'était la foudre, ben, c'est Dieu qui était le Dieu ou les dieux en colère. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs qu'au fur et à mesure que la science a progressé, beaucoup de gens ont perdu la croyance. C'est un petit peu comme on vous dit vous êtes gamin où il y a le Père Noël, etc. Puis on vous dit il y a le Père Noël. Et là, ça donnait un peu l'impression, oh, je me suis fait avoir. Donc, si ça c'était pas vrai ce qu'on m'a dit, Dieu peut-être il n'existe pas non plus. Donc ce Dieu bouche-trou est devenu un handicap pour la religion. Alors, la question c'est que maintenant, ce hasard, lui, va devenir le remplacement du Dieu bouche-trou un petit peu. C'est-à-dire que dans la science moderne, ben justement, tout ce qu'on ne peut pas expliquer par des mécanismes précis, on va dire, c'est le fruit du hasard. Donc c'est pour ça que j'ai nommé ça le Dieu hasard, au lieu du Dieu bouche-trou. Alors, donc, tout ce qui n'est pas expliqué par le déterminisme de la nécessité s'explique à ce moment-là par le hasard. Et ces deux types de hasard dont j'ai parlé, on les rend responsables donc du Big Bang ou de l'évolution. Donc on a au Big Bang un certain nombre de paramètres qui semblent par hasard être tombés sur une bonne combinaison. Dans l'évolution, elle se fait au hasard, mais malgré tout, ça a permis un progrès, etc. Voilà, donc ça a remplacé le Dieu bouche-trou. Alors pourquoi? Ben parce que justement, ce fameux, c'est pour ça que j'en ai parlé, ce fameux postulat d'objectivité de la nature, comme il interdit de voir une finalité, on se dit, si ce n'est pas le résultat d'un déterminisme ou d'une nécessité, il ne reste que le hasard. Quand j'ai lu le livre de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité, c'est exactement comme ça qu'il raisonne. Il dit, voilà, tout ça peut pas être le fruit du déterminisme, donc il n'y a pas d'autre solution, ça ne peut être que le hasard. Mais, alors, si on regarde l'évolution de tout l'univers, donc ça c'est des sujets que j'ai traités un peu déjà, donc j'y reviendrai pas en détail, mais jusqu'à l'apparition de la vie et de l'être humain, ça suppose vraiment une avalanche de hasard, alors pas savoir un petit peu, mais c'est toute une avalanche de hasard hautement improbable. Ce qui peut se faire poser la question, est-ce que c'est vraiment un hasard? En plus, si on y ajoute la loi de l'entropie, alors l'entropie, je ne sais pas ceux qui étaient là quand j'ai parlé d'entropie, mais en tout cas, c'est l'idée qu'il y a un désordre qui augmente, un désordre moyen. Alors, il peut y avoir des ordres locaux qui s'amoncellent, mais globalement, l'ensemble de l'univers va aller vers un désordre croissant. Donc, ça rend l'apparition de structures comme nous encore plus improbable. Déjà, les probabilités sont faibles. Alors, pas impossible, effectivement, parce que là aussi, Jacques Monod, il argumente en disant, d'un point de vue énergétique, il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien. Mais pourquoi ça va faire comme ça? La question, c'est pas forcément le comment. La question, c'est pourquoi toujours ça finit par... pourquoi le vivant réussit toujours à maintenir une entropie basse? On arrive à voir comment il le fait, mais qu'est-ce qui va pousser
qu'il le fasse. Alors, à cela, donc, on peut se poser et répondre à la question de l'hypothèse. Alors, prendre maintenant l'hypothèse d'un principe créateur. Donc, cette succession de hasards fait que certains scientifiques ont émis l'hypothèse d'un code génétique de l'univers. Autrement dit, de la même façon d'ailleurs que dans la vie, on a chacun un code génétique, qui d'ailleurs entre-temps, on le sait, ne régit pas forcément absolument tout, mais en tout cas, le développement d'un être vivant se fait sur la base d'informations qui sont contenues, que ce soit dans le code génétique de toute façon, plus des informations acquises. Parce que nous sommes entre guillemets, des machines à assimiler aussi de l'information. Et donc à pouvoir aussi progresser de cette façon-là. Donc pourquoi pas appliquer cette idée à l'univers entier, hein? En d'autres termes, ça revient à se dire, il y a un plan, et ce plan se déroule. Et à ce moment-là, ça paraît un peu plus probable, si c'est le résultat d'un plan, que de dire, ah ouais, on a eu de la chance, c'est par hasard que la Terre est à la bonne distance, par hasard que le Big Bang était avec la bonne vitesse, par hasard qu'il y a un bon rapport entre la force nucléaire et les forces de gravitation, etc., etc., etc. Alors, on va se dire, est-ce que ça ne vient pas ressusciter l'idée du Dieu bouche-trou? On se dit, oui, alors d'accord. Ok, on n'arrive pas à expliquer par le hasard, donc bon, vous revenez avec un Dieu bouche-trou. Hein, voilà, comme ça, tout est résolu, tout est expliqué. Alors, pas forcément à une condition au moins. Non, si on ne se contente pas de cette réponse-là. C'est-à-dire qu'après, le but c'est d'analyser les mécanismes à partir de ce principe créateur, et on essaie de comprendre comment de ce principe créateur on arrive au monde d'aujourd'hui. Il y a forcément des lois, des mécanismes qu'on doit pouvoir découvrir. Et que tant qu'on a une science qui se refuse par définition à avoir l'idée d'une finalité dans l'évolution de l'univers, on ne va même jamais chercher dans cette direction-là. Donc on risque pas, si on ne cherche pas, on ne risque pas de trouver. Alors, ça c'est aussi par rapport, parce que par exemple vous avez des théories comme celle de l'intelligent design, qui est peut-être pas forcément idiote, mais le problème de l'intelligent design souvent c'est de dire, voilà, là on arrive à ce qu'ils appellent une complexité irréductible, et donc ça ne peut pas être le fruit de l'évolution par hasard. Oui, mais alors c'est le fruit de quoi? Coup de baguette magique? Non. Il faut aller plus loin. Alors, on peut se dire, non pas le fruit du hasard, mais le fruit de quoi? Et étudier ça dans le détail. Alors, ça part. Donc c'est une suggestion en fait pour le futur de la science, de dire, non seulement ça peut nous aider à mieux comprendre le monde et l'univers, mais également à comprendre la nature même du principe créateur. Parce qu'en comprenant la façon dont il travaille dans l'univers, dont il a fait se dérouler l'univers, ça nous donne des idées sur la nature profonde de ce principe créateur. J'avais parlé dans une de mes conférences précédentes, par exemple, du yin et du yang, du fait qu'il y a déjà, et que c'est ça qui permet qu'il puisse y avoir des échanges, de l'énergie qui circule. Voilà, et plein d'autres choses qui restent à découvrir en vrai. Et donc, de ce fait, oui, donc comprendre le principe créateur lui-même,
Et à ce moment-là, alors il faut faire aussi abstraction, parce qu'il n'y a pas que la science qui a des tabous, et qui dit, bon, pas touche à la finalité, mais la religion souvent a aussi ces tabous, en disant, oh là, Dieu le Créateur, non, 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 ça, on ne pourra jamais comprendre. On peut sentir quelque chose, mais intellectuellement, c'est inaccessible, incompréhensible. Oubliez ça. Dieu est au-dessus de nous, etc. Donc pourquoi? Peut-être, on peut même si on arrive à cette conclusion, ça n'est pas quelque chose a priori. On ne peut pas partir de ça comme un a priori. Donc, on supprime ce tabou-là, on va au-delà de ce tabou-là. Alors, donc, et on va voir quelques exemples qui vont nous conforter dans cette idée de prendre l'hypothèse d'un principe créateur. Alors déjà, par exemple, l'entropie. Donc, selon le second principe de la thermodynamique, dit que notre univers devrait aller vers un désordre croissant et aussi vers un équilibre stable, c'est-à-dire ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Quand tout devient égal, quand tout devient pareil, ben, il n'y a plus rien qui se passe, donc on va vers désordre et stabilité. Mais qu'est-ce qu'on observe dans l'univers? Ben, exactement le contraire. On ne va pas du tout vers une stabilité, on est en pleine évolution dynamique, et c'est à travers des équilibres instables que les choses se font. Dans les étoiles, c'est une bagarre totale entre la gravité et les forces nucléaires, et après il y a une autre phase, dans la vie des étoiles il y a d'autres sortes de phases, et il y a toujours un espèce de mouvement et de lutte des forces en fait. Et aussi l'univers va vers la complexité, on part de l'énergie pure, on a des particules, après ces particules se transforment en atomes, on a des atomes légers, ces atomes légers deviennent des atomes lourds, ces atomes deviennent des molécules, etc. etc. Comment c'est possible? C'est en contradiction avec la loi de l'entropie. Alors, pas d'un point de vue calcul, puisque la diminution d'entropie dans certains endroits est compensée par une plus forte augmentation d'entropie. Du point de vue calcul, il n'y a rien à dire. Mais du point de vue, je dirais, philosophique ou motivation, on peut quand même se poser la question, si la tendance est à tout avoir égal, pourquoi il y a tellement de... Alors, il y a des explications scientifiques à ça, ça ne va pas être le but aujourd'hui, mais enfin, déjà, le fait que l'univers soit en expansion joue un rôle, hein, cet aspect dynamique. Ça en fait un système qui est ouvert au lieu d'un système fermé. Et ça joue un rôle. J'y reviens d'ailleurs peut-être tout à l'heure. Donc, or, dans l'univers, ça, je passe rapidement parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans notre conférence. Donc ça, c'est le rappel que le principe de l'entropie, c'est que dans tous les échanges d'énergie, une partie se dissipe toujours sous forme de chaleur, et la chaleur est une énergie désordonnée. C'est comme ça que l'entropie, qui est la marque du désordre, augmente. Voilà, ce désordre donc, est mesuré par l'entropie. Or, si on fait un retour en arrière, hein, vous rembobinez le film à l'envers jusqu'au Big Bang, en fait, ça veut dire au moment du Big Bang, on a une entropie nulle ou très faible. Ce qui veut dire un ordre très grand. Comment un ordre très grand aurait pu surgir par hasard? On a aussi là une contradiction. Avec l'hypothèse d'un principe créateur,
l'ordre est quelque chose de logique, au contraire. Donc là, si on dresse les deux hypothèses l'une contre l'autre, on a un argument net en faveur d'un principe créateur. Et en plus, c'est une grande énergie, non seulement elle est ordonnée, mais c'est une grande énergie. Alors, le fait d'ailleurs qu'il y ait une grande énergie, c'est ce qui fait dire à certains que cette énergie, elle n'a pas pu venir de rien. Donc, ils ne croient pas au Big Bang et ils disent que ça a toujours été comme ça. Alors là, j'arrive à un autre point, justement. Ah, attends, oui. Oui, oh là, je suis allé un peu trop vite. Ah, je vais dans le mauvais sens. Désolé. Ah oui, donc, oui, ce dernier point, c'est un point important. En fait, on sait encore très peu sur l'évolution de l'univers, puisqu'il y a jusqu'à la fin des années 90, on pensait que l'accélération, enfin, que l'univers continuerait à s'étendre, mais qu'en tout cas, il va de moins en moins vite, quel que soit le résultat final. Or, on a constaté qu'au contraire, il s'accélère. Bras-bas de combat a réfléchi, donc on a dit qu'il doit y avoir une énergie qu'on appelait l'énergie noire, dont on ne sait absolument rien, sauf qu'elle doit exister, ou qu'il y a quelque chose comme ça qui doit exister. Alors, cette énergie noire, elle peut avoir plusieurs interprétations. Mais déjà, elle nous montre que l'idée que l'univers va vers une mort thermique, elle repose sur des idées qui en fait sont nos connaissances actuelles, mais qui peuvent être complètement bouleversées par de nouveaux aspects. Elle montre aussi cette énergie, parce que justement, si c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance, puisque en fait l'expansion de l'univers se ralentissait jusqu'à, je crois, il y a 8 milliards d'années après le Big Bang, et là les 6 derniers milliards d'années, il y a de nouveau une accélération. Donc ça veut dire que cette énergie aurait plus ou moins la propriété de s'accroître. Alors, si on dit non, il y a le principe de conservation de l'énergie. Bon, dans un univers où il n'y a pas de principe créateur, c'est pas possible. Donc il faut trouver une autre explication. Mais s'il y a un principe créateur, on peut se dire qu'il y a une énergie qui est diffusée de façon automatique à travers l'énergie noire. Et d'ailleurs, on peut se poser aussi la même question sur la matière noire. D'où vient la matière noire? Parce qu'actuellement, dans les théories actuelles sur le Big Bang, on parle de l'énergie qui se transforme en matière, etc. Mais il n'y a aucun mot dans la théorie du Big Bang sur la matière noire ou l'énergie noire au moment du Big Bang. On sait aujourd'hui, d'après les calculs, quel pourcentage on a de matière noire et d'énergie noire dans l'univers. Est-ce qu'on avait les mêmes proportions au moment du Big Bang ou pas? On le suppose d'après le principe de conservation d'énergie, mais c'est même pas sûr, parce que peut-être il y a des transformations entre énergie normale et matière et matière noire. Mais comme on ne sait rien encore de ces... Donc on est dans le flou le plus total. Par conséquent, il faut être très prudent quand on dit que l'univers évolue vers une mort thermique et que la logique, s'il y a un principe créateur, c'est que ceci n'a pas été créé pour naître et puis juste mourir et puis voilà, puis il n'y a plus rien qui se passe. C'est pas logique. Donc, ça peut ouvrir de la recherche vers de nouvelles idées sur l'évolution de l'univers, dont on se prive si on n'utilise pas cette hypothèse. Donc, tout ça ne prouve rien à 100%, mais donne des indices sur ce qu'on pourrait faire. Alors, justement à propos du temps, alors je reviens sur le principe de causalité.
Le principe de causalité est étroitement lié au temps, surtout sa nouvelle définition, puisqu'il ne fait que dire que la cause précède l'effet. Alors, actuellement, il y a un certain nombre, les conceptions sur le temps ont été bouleversées par la physique quantique et la relativité, et donc il y a des nouvelles conceptions, mais à mon avis, il y a beaucoup d'erreurs dans ces nouvelles conceptions. Voilà, je vais parler de mon point de vue justement là-dessus. On assimile maintenant souvent le temps à une dimension d'espace. Et on considère dans l'espace-temps de la relativité qu'on peut avoir un peu plus de temps ou un peu plus d'espace, etc. En fait, non plus j'irai pas dans les détails, mais c'est pas forcément comme ça. C'est pas parce qu'il y a du temps qui disparaît qu'il y a de l'espace qui apparaît. Ça peut être vrai dans certains changements de coordonnées. Mais par exemple, lorsqu'on se rapproche d'un trou noir, donc dans une zone de forte gravitation, on aura des effets qui vont être les mêmes sur le temps que quand on se déplace se rapproche de la vitesse de la lumière, mais qui vont être par contre à l'inverse sur les longueurs. Donc il y a des choses qui sont... on ne peut pas dire que le temps est vraiment équivalent à la distance. Et alors en plus, certains disent le passé, le présent et le futur coexistent, mais alors là, ça veut dire on oublie le principe de causalité. Or, le principe de causalité est un point fondamental en science qui a permis à Paul Dirac notamment, en disant il n'est pas mis en défaut, donc il avait une situation où le principe de causalité aurait pu être pris en défaut, et il a dit la solution qu'il a trouvée dans ces équations, c'est l'idée qu'il existe de l'antimatière. Et 10 ans plus tard, on a découvert l'existence de l'antimatière. Donc, il s'est accroché au principe de causalité, résultat, des conséquences, et ces conséquences ont été confirmées. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez solide. Et alors, les voyages dans le temps, dans les films de science-fiction, il y en a plein, mais alors, premièrement, ça viole... Alors, les voyages dans le temps, vous pouvez aller dans le futur tant que vous voulez, en vous déplaçant très rapidement, le temps va passer pour vous plus lentement, vous revenez sur la Terre, vous êtes dans le futur. Mais ça ne modifie rien à la causalité, parce que vous allez dans le futur. Par contre, si vous allez dans le passé, alors là, vous allez pouvoir modifier. Alors, il y a d'ailleurs toutes sortes d'histoires, si vous empêchez votre... il y a l'histoire dans le Retour vers le futur, hein, à un moment donné, il risque d'empêcher son père d'épouser sa mère, donc il risque de ne pas naître. On aboutit à des contradictions absolues, donc qui enfreignent le principe de causalité, et donc aboutissent à des absurdités, et en plus violent aussi la loi de conservation de l'énergie. Parce que si je me transporte dans le passé, j'ai brusquement une apparition de matière, donc d'énergie, en un certain endroit, et qui vient de nulle part. Or, le principe de conservation de l'énergie est totalement lié au déroulement continu du temps. Alors, le principe de causalité, donc, pas d'effet sans cause, donc la cause précède l'effet, ça j'ai déjà dit. Alors, les conséquences, c'est que le temps ne peut pas être cyclique. Parce que si le temps est cyclique, j'ai un retour, j'ai une cause, un effet, et puis après l'effet revient sur la cause. Donc je n'aurai pas de principe de causalité. Alors, pourquoi on parle quelquefois de temps cyclique? C'est parce qu'on confond le temps lui-même avec les phénomènes. Autrement, il y a des phénomènes cycliques. La Terre tourne autour du Soleil et revient à sa position, ça c'est un phénomène cyclique. Mais ce n'est pas un temps cyclique. Entre-temps, il y a une année qui s'est écoulée, et cette année, elle ne reviendra jamais en arrière. Et donc, dans l'histoire aussi, on a des choses qui se répètent. Donc ça, ce sont des choses cycliques, mais ce n'est pas le temps lui-même. Donc, le cours du temps est irréversible. Ça, c'est une différence fondamentale avec les longueurs. Je vais dans la rue, je fais 100 mètres, je peux revenir en arrière. Essayez de faire la même chose dans le temps, vous me direz quand vous y arrivez, vous aurez droit à une thèse, à un prix Nobel, je pense.
flèche, bon, ça, flèche du temps, bon, c'est pour dire que c'est différent. Alors, la flèche du temps est liée à l'entropie. Donc là, c'est lié à l'irréversibilité des phénomènes dans le temps. Mais bon, c'est pas fondamental maintenant pour ce que je veux démontrer, donc je ne vais pas insister. Alors, mais revenons sur ce cours du temps irréversible. Et maintenant, j'ajoute à ça l'idée de ce que j'appelle le principe de finitude. La physique quantique et la relativité ont introduit des notions de limites. Et donc l'idée que l'infini n'existe pas en physique. Alors par exemple, dans la physique quantique, on dit qu'on a une action minimum, qui est h bar. On ne peut pas faire une action moindre. Cette action, elle est là. On a soit ça, soit rien, mais on ne peut pas, ou un multiple, mais on n'a rien en dessous. Et donc on a aussi ce qu'on appelle la longueur de Planck ou le temps de Planck, qui sont des durées et des longueurs, en dessous de lesquelles, alors on ne dit pas que ça n'existe pas, mais on ne sait plus trop ce qui se passe à ce niveau-là. Justement, les longueurs, les temps perdent leur notion qu'on a à notre niveau. Et là, dans la relativité, on a la vitesse c de la lumière, qui est une vitesse limite pour tout transfert d'énergie, etc., de quelque nature que ce soit. Et on a aussi, d'après la relativité générale, des forces ou des puissances maximales qui existent. Alors on pourrait rajouter à ça dans la théorie des corps, dans d'autres théories, on a aussi une température maximum, ce qui est logique aussi, c'est-à-dire parce que la température, c'est l'agitation des molécules et des particules. Si on a une vitesse qui est limite, il y a forcément aussi une température limite. Donc, et aussi un autre point, c'est que dans la physique quantique, on a eu plein, quand on a essayé de développer les calculs de la physique quantique, on s'est retrouvé avec des infinis, qui étaient très gênants. Donc, on a un système, ce qu'on appelle de renormalisation, c'est un truc un peu compliqué, et qui permet d'éliminer les infinis, parce qu'ils sont très gênants. C'est-à-dire, l'infini est quelque chose qu'on évite en physique. Et donc c'est pour ça que la singularité du Big Bang ou les trous noirs pose en soi des problèmes, et on se doute que le Big Bang, c'était pas vraiment une singularité, mais il y avait un départ minimum. Un trou noir n'est aussi pas complètement une singularité, mais on est encore en train d'étudier ça. Alors, ce que moi personnellement je déduis de ça, je fais une généralisation où je dis, donc, l'infini n'existe pas dans l'univers, donc il n'y a pas ni de singularité qui serait un infiniment petit, vous avez une densité infinie de matière, l'infiniment petit rejoint l'infiniment grand, c'est-à-dire quelque chose d'infiniment petit, si vous avez de la matière dans un endroit infiniment petit, c'est-à-dire qu'il y a une densité infinie, donc infiniment grand, donc infiniment petit. Ni d'infiniment grand, c'est-à-dire un univers qui serait infini. Attention, infini ici veut dire avec un volume infini, ce qui ne veut pas dire que l'univers a des bornes. L'univers peut être infini dans le sens illimité. Il n'a pas de limite, il n'y a pas un bord. Exactement comme la Terre. Vous vous promenez sur la planète Terre, les gens, quand ils pensaient que la Terre était plate, ils pensaient un jour il y a un bord et on va tomber. On se promène sur la Terre, vous n'arrivez jamais au bord. Mais ça ne veut pas dire que la Terre a une surface infinie. L'univers, c'est pareil. Il y a une certaine courbure de l'univers, et donc on peut se balader dans l'univers, on n'atteindra jamais un bord de l'univers, mais par contre, ça ne veut pas dire que l'univers a un volume infini, c'est autre chose. Alors, ou éternel, c'est-à-dire un univers qui a toujours existé et qui existera toujours. Alors là, j'ai plusieurs arguments pour dire que donc, le temps a un commencement. Alors, par ce principe de finitude, ça supposerait un passé infini si le temps n'avait pas de commencement. Et d'ailleurs, un passé infini, ça voudrait dire que entre un début qui n'existe pas et maintenant, il s'écoulerait une infinité de temps. Si s'écoule une infinité de temps, j'arrive jamais à l'instant présent.
je tombe sur un paradoxe. Je ne sais pas si c'est clair. S'il me faut une infinité de temps pour arriver à aujourd'hui, je n'arriverai jamais à aujourd'hui. Conclusion, il y a un début quelque part. Sinon, je n'arrive pas à aujourd'hui. Et aussi, d'après le principe, si j'ajoute le principe de causalité, que je dis qu'il n'y a pas d'infini, donc on dit qu'il y a une cause de la cause, de la cause, de la cause, de la cause. Là aussi, il ne peut pas y avoir de régression infinie dans ce cas-là, et j'ai forcément quelque part une cause première. Alors, si je rajoute le principe de conservation, là où justement, parce que ceux qui parlent d'un univers ou d'un multivers qui existe depuis toujours, un des arguments c'est de dire à cause de la conservation de l'énergie. Mais on peut admettre, en parlant d'une cause première dont j'ai dit au départ qu'elle devait être en quelque sorte transcendante, c'est-à-dire au-delà de l'espace, du temps, de la matière, qu'elle contient une énergie sans temps, c'est-à-dire cette cause première, elle engendre, c'est elle-même qui engendre le temps. Donc, elle-même, le temps n'est pas interne à cette cause première. Par contre, puisque ça aboutit à la création d'énergie, c'est forcément une source d'énergie. Alors ça, c'est au niveau de la physique pure. Maintenant, encore j'ai une dernière diapo sur la vie et quelques autres éléments. Alors l'énigme de la vie elle-même, ça c'est Sir John Eccles, qui est un spécialiste du cerveau, qui dit qu'il n'y a pas d'explication matérialiste satisfaisante de la vie en fait. Parce que qu'est-ce qui caractérise la vie? Alors on peut définir des propriétés de la vie, mais qu'est-ce qui fait qu'un jour quelque chose d'inerte est devenu vivant? Ça reste un mystère. En quoi consiste la vie? Alors, vous savez, il y avait, c'était au début, à la transition du siècle dernier, entre la fin 19e, début 20e, Bergson qui a parlé de l'élan vital pour expliquer. Alors aujourd'hui, cette idée, elle est abandonnée, on l'a, peut-être même certains l'ont ridiculisée, mais je ne dis pas que l'élan vital était la solution, mais on l'a remplacé par rien du tout. On n'a aucune explication pour remplacer ce concept d'élan vital. L'apparition de la vie. Avant Pasteur, certains pensaient qu'il y avait de la génération spontanée. Il y avait des microbes ou des mouches, etc. Ça naissait, il suffisait, il y avait des endroits fermentés, etc. Et la vie naissait spontanément. Pasteur a bien montré la génération spontanée, ça n'existe pas. La vie ne peut en être engendrée que par la vie. Bon, mais alors, la vie engendrée par la vie, engendrée par la vie, là aussi, je n'ai pas une suite infinie, je sais qu'à un moment donné, la vie a commencé. Comment elle a pu commencer? Donc il y a eu une première vie qui n'était pas engendrée par un ou même deux êtres vivants, parce que aussi la sexuation, la sexualité, c'était pas au début, donc c'est déjà une deuxième forme de vie, devenue plus complexe, les choses se sont compliquées en plus. Mais je ne parle même pas de toutes les étapes différentes de la vie inexpliquées, mais déjà le fait d'une première vie qui existe, comment ça a pu arriver? Comment de la matière inerte a pu, de façon intelligente, entre guillemets, se combiner pour créer une première vie? Avec un point de vue matérialiste, c'est très difficile à expliquer. Maintenant, si on dit qu'il y a un principe créateur, c'est beaucoup plus simple. Ce principe créateur a créé l'univers de telle façon que
les choses s'assemblent pour donner un point de départ à la vie. Ça veut dire que ce principe créateur contient lui-même la vie en lui. Et donc la vie vient de la vie parce qu'à l'origine il y a la vie. Simplement par un processus un peu plus lent, quelques 14 milliards d'années. Non pas, si, presque 14 milliards d'années, parce que les quelques millions d'années d'apparition de la vie, c'est... Je crois que c'est un fait... On arrive à des... Oui, si, quand même, à des milliards. Donc on va dire 12 milliards. 12 milliards d'années peut-être avant l'apparition de la vie. Aussi, tous les êtres vivants utilisent l'ADN avec le même alphabet, 4 lettres. Donc, si la vie avait surgi vraiment par hasard, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait qu'une forme de base de la vie. Si c'est le fruit du hasard, d'ailleurs, souvent ce que dit Darwin et ce que disent les darwinistes, c'est de dire, en fait, si les circonstances avaient été différentes, on aurait eu des formes de vie complètement différentes de celles qu'on a. Mais en tout cas, si à l'époque de Darwin, l'ADN n'était pas connu. Mais sur le fondement, même s'il y a des formes très variées de la vie, tout est basé sur les mêmes principes, les mêmes mécanismes de base. Si la vie était le fruit du hasard, c'est peu probable, on aurait eu la vie qui aurait surgi de différentes façons avec différents systèmes. Et alors ça, c'est même quelque chose qui est vérifiable, c'est-à-dire que si on est à la recherche de la vie dans d'autres planètes, etc., plus on va découvrir qu'est-ce qu'il existe comme forme de vie ailleurs, si on trouve exactement la même base, ça va renforcer l'idée d'un principe créateur. Si maintenant on devait trouver qu'il y a des choses très, très différentes qui n'ont rien à voir, ça pourrait au contraire mettre en doute. Ce que je veux dire par là, c'est que cette hypothèse d'un principe créateur n'est pas invérifiable. Ou, sans que ce soit des preuves, elle peut être confortée ou infirmée par des découvertes. Aussi, qu'est-ce qui fait l'unicité d'un être vivant? Qu'est-ce qui fait que Anne-Marie est Anne-Marie? Même si depuis la naissance, ton corps a sûrement beaucoup changé. La plupart des cellules ont disparu, ont été renouvelées. Et même si, en admettant que même qu'on pensait même qu'il n'y avait pas de renouvellement dans le cerveau, mais on sait que maintenant il y a des renouvellements, mais même s'il y a certaines cellules du cerveau qui sont restées les mêmes, mais le contenu de ces cellules a changé, c'est plus du tout les mêmes atomes, parce que justement le cerveau est un gros consommateur d'énergie, il prend 20% de notre énergie, donc il y a un renouvellement du contenu qui est encore plus rapide que dans le reste du corps. Donc, ce n'est pas la matière dont je suis fait qui crée mon unicité, parce qu'elle change tout le temps. Et pourtant, je sais, il y a mon unicité, mais pas seulement des êtres humains. Ça, on peut l'appliquer même à n'importe quel animal. C'est ça, c'est même pas un privilège de l'être humain. Alors, maintenant, c'est juste pour conclure quelques rajouts, mais qui ont peut-être leur intérêt aussi. Le principe de moindre action, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'idée. Alors, certains l'ont présenté comme un principe de paresse. C'est-à-dire que dans l'univers, on serait partisan du moindre effort. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Le principe de moindre action est plutôt l'idée d'un minimum d'effort à efficacité égale. Autrement dit, par exemple, la lumière choisit, enfin, entre guillemets, parce elle suit les lois, mais c'est ça qui exprime en principe de l'action, elle trouve le chemin le plus rapide pour aller d'un point à un autre. C'est ce qui fait que, parce que comme par exemple la lumière ne va pas à la même vitesse dans l'eau que dans l'air, il y a une réfraction qui fait qu'il y a un angle.
Mais en tout cas, ça va donner le fait que pour aller d'un point à la surface à un point au fond de l'eau, le chemin que la lumière va suivre entre ces deux points, c'est le chemin le plus rapide. Si vous êtes un maître nageur sauveteur, que vous voulez aller sauver quelqu'un en mer, vous allez devoir un petit peu réfléchir à savoir ce que vous courez quand même plus vite sur la Terre qu'en nageant. Donc, calculez l'angle exact où vous arriverez le plus rapidement à la personne qui est en train de se noyer, c'est pas forcément évident. La lumière, elle fait ça toute seule, tout naturellement, sans avoir à réfléchir. Donc il y a, je dirais, c'est le principe de moyen d'action est un rudiment, dans ce sens, de finalité, parce que pour atteindre un certain but, la nature recherche automatiquement le meilleur chemin, ou le chemin le plus rapide. Ce que comment s'appelle Eugene, j'ai oublié son nom, en tout cas, il a parlé de la déraisonnable efficacité des mathématiques. C'est-à-dire que quand on regarde tout ce qu'on peut faire avec les mathématiques, si les mathématiques ne sont qu'un simple outil inventé par l'homme, ça paraît assez curieux en fait. Et c'est ce qui a fait dire à Einstein aussi, ce qu'il y a de plus incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Donc, alors les avis sont partagés, mais je pense que les mathématiques sont la base de l'univers. Et c'est pour ça que les lois et toutes les choses de science peuvent s'exprimer sous forme mathématique. Mais donc, c'est aussi un indice pour dire, à l'origine de l'univers, il doit y avoir un plan, une intelligence qui a fait tous ces calculs mathématiques. Les trois dimensions spatiales, ça je crois que j'en avais parlé la dernière fois, je ne sais plus, c'était la fois d'avant. Bon, en tout cas, le fait que 3 dimensions, c'est l'idéal. Parce que 2 dimensions, c'est un peu léger, on ne peut pas faire grand-chose dans 2 dimensions, notre plat. Et à partir de 4 dimensions, tout devient instable. C'est pour ça que j'écoutais récemment une vidéo d'un professeur d'université allemand, ça m'a fait un petit peu rafraîchir mon allemand, qui expliquait que ce qui le gênait dans la théorie des cordes, c'était justement le fait qu'il y ait plus que 3 dimensions spatiales, il y a 6 dimensions supplémentaires, et que... mais bon, pour le moment, il n'avait pas trop d'explications. Mais la théorie des cordes, pour le moment, elle n'est toujours pas confirmée non plus. Donc, on constate 3 dimensions spatiales, on sait que c'est optimal d'un certain point de vue, et donc, là aussi, pourquoi il y a 3 dimensions spatiales et pas 4 ou 2 ou 8, etc. On peut invoquer le hasard, mais ça paraît bizarre là aussi. Alors le dieu soleil et le dieu photon. Alors, pourquoi ça m'a inspiré? Parce que, vous savez, la semaine dernière, il y a eu la nuit des étoiles. Et donc sur Arte, il y avait plein d'émissions scientifiques. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il montrait l'importance des étoiles, tout ce qui se passe dans les étoiles, la chaleur qu'on fournit au soleil, etc. Et il disait, d'une certaine manière, les anciens n'avaient pas si tort de considérer le soleil comme un dieu, parce que le soleil nous fournit tellement de choses, etc. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, alors, le dieu photon, donc j'extrapole un peu, c'est-à-dire que le soleil, qu'est-ce qu'il nous envoie? Il nous envoie des photons, il nous envoie de la lumière. Or, je reviens à la question de la dimension temporelle. Ce principe créateur serait l'origine du temps, donc il n'a pas de temps en lui-même. Mais est-ce qu'un principe créateur qui n'a pas de temps en lui-même peut avoir une interaction avec
des êtres comme nous qui vivons dans le temps, des êtres ou des choses. Et ce qu'on peut dire, c'est que justement, pourquoi je parle du Dieu photon, c'est que le photon se déplaçant à la vitesse de la lumière, pour lui, le temps ne s'écoule pas. Pourtant, il interagit avec nous. Donc, on peut reprendre l'image, on peut imaginer un principe créateur qui n'a pas de temps en lui, mais qui interagit avec nous dans le temps, même si en lui-même, le temps ne s'écoule pas. De la même façon que le photon. En plus, le photon, il n'a pas de masse. Et d'une certaine manière, il n'est pas omniprésent, mais il est du fait que pour lui le temps ne s'écoule pas, donc quand il vient de milliards d'années-lumière jusque chez nous, pour lui le temps ne s'est pas écoulé. Donc il est présent à la fois sur toute la longueur de son parcours, dans tous ces points. Donc le photon est une certaine image de Dieu, du principe créateur, aussi parce qu'il nous fournit chaleur et lumière, et quand on parle de spiritualité, la chaleur c'est l'amour et la lumière c'est la vérité. Donc de ce fait j'ai trouvé intéressant que sur Arte ils disent le Dieu, ils n'avaient pas trop tort d'être le Dieu soleil, et je renforce un peu cette idée, alors non pas avec simplement le soleil, mais en fait le soleil, la lumière, les photons sont un petit peu comme l'expression physique, un des aspects de l'expression physique du principe créateur, grâce auquel nous sommes capables de vivre et de se multiplier sur cette terre. Voilà, ce sera la conclusion.